acceptable, voilà, good, mais on serait en 2080 في المارج تاع marginal, voilà, inconsolable. هذه l'image comparaison entre le code تاع نابل en 1991 et 2010. هذه l'outil وشوفوا قداش الكود اللي قدامه. Voilà, généralement, le littoral tunisien est particulièrement vulnérable. On estime qu'il y aurait une élévation entre 30 et 50 cm à l'horizon 2100, avec des valeurs qui diffèrent d'une côte à l'autre. Les côtes environ 440 km, c'est-à-dire 26%, présentent une vulnérabilité très forte à l'élévation du niveau de la mer. Alors, on a les côtes l'Ahmar, et donc il faut prévoir. Donc, conclusion. Le changement climatique pose des problèmes socio-économiques, politiques, techniques, scientifiques et environnementaux profonds et complexes pour les scientifiques, la population, les populations et les décideurs. La polémique sur l'origine humaine du réchauffement global s'éteindra bientôt, mais il y a de nombreux autres sujets de désaccord pour le changement climatique, essentiellement côté financement, qui va payer le frais de lutte contre le changement climatique. Ces débats-là sont nécessaires et elles ne sont pas prêts à être disparaître. En Tunisie, avec ses ressources environnementales très fragiles et ses nombreux secteurs économiques très sensibles au climat, a intérêt à se préparer à l'adaptation plutôt. Merci. Merci, professeur Zohaïr Ahlaoui. Vous avez très bien introduit lors de votre conclusion la conférence suivante de professeur Mehdi Ben Mimoun. Cette conférence de Mehdi est intitulée Impact des changements climatiques sur la production fruitière en Tunisie, enjeux et situations passées, présentes et futures. Vous avez présenté plusieurs paramètres qui vont être repris par Mehdi, parce que dans les mesures d'adaptation, justement, ils sont pris en considération. Professeur Mehdi Ben Mimoun est directeur du laboratoire Green Team qui organise cet événement depuis septembre, donc c'est lui qui prend ma succession, que je remercie. On a très bien travaillé ensemble pour le montage du laboratoire, pour le fonctionnement du laboratoire, et c'est lui qui prend la suite. Mehdi est professeur en arboriculture fruitière, il est docteur en agronomie et écophysiologie d'AgroParisTech. Il travaille principalement sur l'impact des changements climatiques, les techniques culturales, les évaluations agronomiques des porte-greffes et variétés, particulièrement en tant que mesure d'adaptation en agriculture. Il a jusque-là dirigé 11 thèses soutenues, 42 masters, 97 PFE. À son actif, il a 38 projets. Dans la majorité, c'est des projets européens qu'il a coordonnés ou qu'il coordonne pour l'équipe de la Tunisie ou de l'INAT. Et il a plus de 160 articles à impact factor et des chapitres d'ouvrages et des ouvrages dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine qu'il va présenter. À toi la parole, Mehdi. Merci. Donc je vais essayer de vous parler de l'impact des changements climatiques sur la production fruitière. Et donc si on regarde nos arbres fruitiers en ce moment, on se rend compte que la plupart de nos arbres fruitiers sont en train de perdre leurs feuilles. Donc ils vont perdre leurs feuilles, entrer en dormance, et puis au printemps prochain, on va avoir une floraison. En fait, cette dormance, c'est pour échapper aux conditions défavorables de l'hiver, et c'est une adaptation qui a été mise par ces arbres au cours de leur évolution, justement pour éviter les mauvaises conditions et être sûr qu'ils ne se développent que lorsqu'on a des conditions qui sont favorables. Ce qui va déterminer cette levée de dormance, c'est une accumulation de froid que va accumuler les arbres, et puis une accumulation de chaleur. Et donc c'est ça qui va donner le signal à l'arbre
on a terminé l'hiver, on n'a plus de problème de mauvaises conditions climatiques qui mettent à risque les parties vertes de l'arbre, et c'est pourquoi l'arbre va perdre toutes ses parties vertes et garder uniquement des parties qui sont lignifiées, qui ont une possibilité de résister à des températures négatives, et donc une accumulation de chaleur pour arriver à la floraison. Ce qui fait que ces besoins en froid, qui sont une mesure donc, de protection pour empêcher les espèces fruitières de croître dans des conditions météorologiques défavorables, et c'est ce qui affecte leur répartition géographique. C'est quelque chose qui est déterminé génétiquement et qui est spécifique pour chaque variété propre à elle, et c'est une information qui est nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut planter et où on peut planter et quelle est l'adaptation de ces espèces, quand on parle des variétés. Et puis, comment améliorer par rapport à des techniques culturelles pour ne pas avoir de problème par rapport à ces besoins en froid. La question qui peut se poser, c'est comment on peut calculer ces besoins en froid. Il y a des travaux qui ont commencé depuis les années 50, donc avec différents modèles, dont un des modèles de Crossard-Renault qui a été publié en 1955, qui a été fait en Tunisie, parce que l'hiver 54-55 a été un hiver chaud, et Crossard-Renault a observé un débourrement et une chute de la production en arboriculture fruitière en Tunisie. Ce modèle, c'est le modèle d'heure de froid. Après, on a eu d'autres modèles qui ont apparu, les modèles unités de froid, des modèles améliorés d'unités de froid, et puis un modèle de portion de froid. Quand on a commencé à essayer de travailler sur l'impact des changements climatiques, donc ça a été la première question qu'on s'est posée. C'est quoi le modèle qu'on peut utiliser? Et pour cela, on a commencé à travailler sur différentes espèces. Donc au départ, c'était sur de l'amandier et du pistachier, la thèse de Haïfa Ben Moussa, où on a essayé d'estimer sur une base de données comportant différentes variétés d'amandiers, des variétés locales ou des variétés étrangères, l'accumulation avec les différents modèles. En fin de compte, on se rend compte que le modèle unité de heure de froid et unité de froid ne sont pas valables sous nos conditions, et que le modèle qui donne ou qui reflète le mieux ce qui existe sur le terrain, c'est le modèle dynamique. Donc on a été l'équipe des premiers à publier ces résultats, et aujourd'hui, à travers la Méditerranée et les régions à climat méditerranéen chaud, les gens ont changé, et les publications qui sortent, c'est des publications qui ne donnent plus en heure de froid, qui ne donnaient pas en unité de froid pour nos conditions méditerranéennes, mais on ne donne plus en heure de froid, on donne en portion de froid. On a donc, c'est le modèle qu'il faut utiliser. Et ça, on a des difficultés à faire passer le message auprès des professionnels, auprès des pépiniéristes, des acteurs, qu'il faut oublier le modèle de température 7,2 et qu'il faut utiliser ce modèle dynamique par rapport au calcul des besoins en froid. Quand on a déterminé le modèle, on s'est posé la question par rapport au changement climatique. Et donc on s'est dit, est-ce qu'il y a ce changement climatique? Et est-ce qu'on le constate? Et donc on a pris les températures de différentes stations météo en Tunisie, et on a essayé de calculer l'accumulation du froid à partir des années 70, de 75, jusqu'à l'année dernière. Et donc, on fait ça de façon régulière et essayer de voir qu'est-ce qu'on trouve. Ça, c'est des données réelles. Ce n'est pas de la modélisation, et ça permet de voir qu'est-ce qui est en train de se passer réellement sur le terrain. Et donc, ici, on a un tableau qui représente l'accumulation de froid sur la décennie des années 80, 90, 2000, 2010. Et si on compare, pour des régions du centre et du sud de la Tunisie, on observe qu'on a des pertes partout et qu'on est en train déjà de perdre de l'accumulation du froid, et que cela peut aller jusqu'à 38% pour Jerba, qui est la station qui est la plus chaude de la Tunisie et où on a le moins d'accumulation de froid. Et puis on a à Kolouen et à Mestir par exemple, à Kolouen on est aux alentours de 30% de perte d'accumulation de froid, et
Mestir à 25, Mednine on est à moins 20, mais on voit que partout on a cette perte de froid. Donc ce changement climatique, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe et que les chiffres qui sont mesurés le montrent. Donc une fois on a fait ça, on a essayé de faire de la modélisation et à partir de ces données historiques, de projeter qu'est-ce qui va se passer dans le futur en utilisant des scénarios que Cisorel vient de vous présenter, et donc de voir quel est le devenir et qu'est-ce qui va se passer. Donc ici on a une carte de la Tunisie, donc avec l'accumulation du froid en 1975, et puis l'évolution donc 1980, 1990, 2000, 2010, 2018, et on voit, plus c'est bleu, plus on a une accumulation de froid, plus ça devient rouge, et plus on est en train d'avoir moins d'accumulation de froid. Et vous voyez que en 1975, on avait une grande zone qui était bleue, une petite zone qui était un peu rouge, et qu'en 2018, la partie qui est bleue a diminué par rapport à une augmentation de la partie qui est rouge. Et donc en fait, on a une perte de froid. Et donc ça, c'est juste un zoom par rapport à ça. Donc on voit que ça, c'était la situation en 1975, et ça, c'était la situation en 2018. Si on se projette dans le futur, en prenant les différents scénarios, ça c'est le scénario optimiste. Malheureusement, on est très loin de ce scénario aujourd'hui, vu l'évolution des changements climatiques. Et on voit que 2055, c'est ça la situation. Et si on avance à 2085, on a une situation, et la Tunisie qui est en train de devenir de plus en plus rouge. Et ça, c'est scénario optimiste, des changements climatiques. Si on prend le scénario intermédiaire, c'est encore plus accentué. Et si on prend le scénario pessimiste, on est en train de devenir une situation avec un pays qui est complètement rouge. Le problème, c'est que, vu l'évolution actuelle, et qu'on a des pays qui se sont retirés de l'accord de Paris, qui ne sont pas en train de respecter, etc., on est beaucoup plus proche de ce scénario pessimiste que les deux autres scénarios. Quelle est la conséquence de ça? Pour pouvoir comprendre c'est quoi la conséquence, il faut revenir à nos besoins en froid et avoir des estimations exactes de ces besoins en froid. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur de l'amandier, du pistachier, du pêcher, mais il y a aussi d'autres travaux qui ont concerné de l'olivier, du palmier dattier, et puis il y a d'autres espèces que je vais présenter tout de suite. Et donc on a les estimations des besoins en froid, et à partir de ces estimations, on fait des projections pour voir quand est-ce qu'on peut accumuler les besoins en froid, et donc la variété va pouvoir produire sans aucun problème, ou elle aura des problèmes pour satisfaire ses besoins en froid et avoir une bonne floraison. Donc ici, c'est la variété mate de pistachier. On voit que jusqu'à les années 2010, on n'avait pas de problème, mais que plus on avance et avec un scénario pessimiste, vers la fin, il n'y a aucune année où on va accumuler assez de froid pour qu'on ait une floraison